Au sommaire, l'installation des nouveaux membres du gouvernement nommés lors du remaniement ministériel du 17 décembre dernier. Mathias Traoré, Karamoko Jean-Marie Traoré, Stella Cabré et Jacques Sostène Dingara s'engagent à travailler dans l'intérêt de la nation afin de répondre aux aspirations des Burkinabés. Et puis les Burkinabés nés hors du pays et dans les zones à fort défi sécuritaire peuvent désormais faire leur demande de casier judiciaire à partir de la plateforme e-casier. Le ministre Edasso Rodrigue Bayala a annoncé la deuxième phase de l'extension du e-casier sur 13 autres provinces. Vous aurez tous les détails dans un instant. La situation foncière du quartier Yamtenga continue de faire de gorge chaude. Depuis plus de 20 ans, cette situation n'a toujours pas connu de dénouement malgré toutes les tentatives auprès des autorités compétentes. Les résidents non attributaires qui sont objets de déguerpissement à la fois par des promoteurs privés et individuels se sont réunis ce matin pour interpeller une fois de plus les autorités sur leur situation. Bonsoir, merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal par la prise de fonction des nouveaux membres du gouvernement nommés au dernier remaniement ministériel opéré par le capitaine Ibrahim Traoré. Le directeur de cabinet du président de la transition a procédé ce matin même à l'installation du nouveau secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Mathias Traoré remplace à ce poste Jacques Sostène Dingara qui aura passé 21 mois à la tête de ce service. La cérémonie de prise de fonction est immortalisée par Bouré Mamadou. Nommé par décret présidentiel le dimanche 17 décembre 2023, le nouveau secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres est officiellement installé dans ses fonctions par le directeur des cabinets du président de la transition. Il remplace à ce poste Jacques Sostène Dingara, appelé à gérer le portefeuille du ministère en charge de l'éducation nationale. Dans ses nouveaux attributs, Mathias Traoré a tenu à remercier les plus hautes autorités, notamment le président de la transition et le premier ministre, pour le choix porté sur lui pour conduire le secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres. Tout en saluant les résultats engrangés par son prédécesseur, il invite ses collaborateurs à plus d'engagement. Pour ma part, je voudrais réaffirmer ma disponibilité ainsi que mon engagement à contribuer significativement à l'accomplissement de cette mission. Chers collaborateurs, distingués invités, prenant appui sur cette mission commune et sur l'impérieuse nécessité de résultats, il nous faudra travailler en équipe et en famille pour créer des effets visibles et positifs au profit de l'administration publique et partant au profit des populations. Chers collaborateurs, dans ce contexte, le seul et grand service que vous pourrez me rendre équivaille est de servir avec engagement, exemplarité et ce conformément aux valeurs et aux principes du service public. Jacques Sostène Dingara, dans son adresse de revoir, a félicité ses collaborateurs pour les actions multiples et leur engagement pour la réussite de sa mission. Il a profité de l'occasion pour faire le point des acquis engrangés sous son magistère. En matière de dématérialisation, nous pouvons noter l'opérationnalisation de la plateforme du conseil .gov.bf permettant la tenue du conseil des ministres sans papier. Aujourd'hui, le gouvernement de la transition, sous le leadership du président Ibrahim Traoré, est fier de pouvoir tenir donc des conseils des ministres sans papier après donc une dizaine d'années de tentatives. La mise en ligne du journal officiel du Faso, la réhabilitation de l'EJ Burkina, la création d'une plateforme pour le suivi des dossiers du conseil des ministres, le développement d'une application pour la gestion et le suivi des nominations individuelles et des nominations en conseil des ministres sera bientôt donc développé et déployé. La mise en exploitation de la plateforme de gestion des zones de mission à l'extérieur, compté donc de janvier 2024, déjà on est en phase d'expérimentation. L'acquisition de nouveaux serveurs qui ont permis de remettre en œuvre ou de remettre en service le data center donc, du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres.
Les collaborateurs du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres sortants ont tenu à lui offrir un présent en guise de reconnaissance. Il faut le rappeler, avant d'être nommé secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Mathias Traoré était secrétaire général de la présidence du Faso. Aussitôt installé, Mathias Traoré a procédé à l'installation du ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, à qui Olivier Rwamba a passé le flambeau. C'est un ministre qui mesure l'immensité de la tâche qui lui est confiée, qui invite ses collaborateurs à une synergie d'action pour l'atteinte des objectifs. Karamoko Jean-Marie Traoré, à son tour, a installé Stella Cabré, la ministre déléguée à la coopération régionale. Après cette cérémonie, le secrétaire général du gouvernement, Mathias Traoré, a mis le cap sur le ministère de l'Éducation nationale pour procéder à l'installation de Jacques Sostène Dingara, désormais à la tête de ce département. Images et commentaires, Alexis Wenkouni Belemnaba. Précédemment ministre délégué en charge de la coopération régionale, Jean-Marie Karamoko Traoré assure désormais la tête de la diplomatie burkinabé. Il succède ainsi à Olivier Rwamba à la tête de ce ministère. Aussitôt le témoin passé, le nouveau chef de la diplomatie a donné des instructions à ses collaborateurs à même de poursuivre et de renforcer les actions de son prédécesseur. J'instruis instamment le secrétaire général, avec l'appui de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, a finalisé pour le 31 décembre 2023 la cartographie des objectifs et résultats attendus par ambassades et consulats pour l'ensemble des juridictions couvertes. Ce document de monitoring axé sur les résultats devrait être assorti de lettres de mission claires pour chaque chef de mission diplomatique et poste. Gratitude est traduite par Olivier Rwamba pour la franche collaboration de son équipe qui a permis de hisser le Burkina Faso dans le concert des nations, et cela dans un contexte de crise multidimensionnelle. Vous vous êtes donné avec dévouement, avec dévotion et compétence, parfois malgré les conditions très difficiles. Étant donné que l'œuvre humaine est imparfaite, dans cette collaboration, il y a eu forcément quelques frustrations dans l'accomplissement de mes tâches. Soyez rassurés qu'elles n'étaient nullement intentionnelles et que l'intérêt de la nation n'est pas négociable. Au département de l'éducation nationale, c'est Jacques Sostène Dingara qui succède à Joseph-André Ouedraogo à la tête de cette institution. Le témoin passé, le président secrétaire général du gouvernement, dit mesurer l'ampleur de la tâche dans un contexte marqué par une crise sécuritaire. Nous devons dès lors poser froidement le diagnostic et engager courageusement les réformes qui s'imposent à nous en vue de l'amélioration progressive des capacités des acteurs dans le sens d'une résilience pour offrir à tous les enfants du Burkina Faso une éducation de qualité. À l'endroit de nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires syndicaux, sociaux, parents d'élèves, je voudrais vous rassurer de mon entière disponibilité et celle de toute mon équipe à travailler avec tout le monde pour relever les multiples défis du MENAPL dans ce contexte particulièrement difficile. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, Joseph-André Ouedraogo, n'a pas manqué au cours de cette cérémonie de faire son bilan à la tête de l'institution. Il se résume ainsi. J'ai fait ce que j'ai pu en essayant d'ajouter de la terre à la terre. Je l'ai fait aux côtés d'hommes et de femmes dont le dévouement, la loyauté et le sens du travail bien fait n'ont d'égal que la taille de notre magistère. Joseph-André Ouedraogo a 40 ans de service dans le secteur éducatif. À l'adresse de son successeur, le désormais ancien ministre en charge de l'éducation nationale, de lui souhaiter son plein succès dans sa nouvelle mission. Pour sa part, il engage sa disponibilité à accompagner le département de l'éducation nationale dans la limite de ses forces. Nous poursuivons avec l'Assemblée plénière des commissaires de la CNDH, la Commission nationale des droits humains. La rencontre s'est tenue hier dans la cité du Cavalier Rouge. Les différents commissaires ont examiné les grands projets et programmes proposés par le bureau. L'idée est d'adopter non seulement un plan stratégique de travail pour l'atteinte des objectifs, mais qui puisse aussi renforcer la crédibilité de l'institution. Nous restons avec Alexis Wenkouni Belemnaba.
Organes décisionnels et d'orientation de la Commission, les commissaires de la CNDH, la Commission nationale des droits humains, sont en assemblée plénière. Cette première assemblée de cet organe examine ces grands projets et programmes proposés par le bureau. L'objectif est d'adopter un plan stratégique en vue de l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés dans le mandat. Nous avons un plan stratégique, voilà, qui veut que pour sa mise en œuvre, on ait vraiment des outils de gestion de l'institution qui vont nous permettre de pouvoir vraiment atteindre les résultats que nous recherchons en termes de mise en œuvre de notre mandat. Tous ces textes juridiques, en fait, et également en matière d'outils de gestion, il y en a beaucoup, mais il faut que de façon consensuelle, on puisse s'entendre sur ce qu'il faut vraiment élaborer, voilà, pour faciliter la gestion. L'autre objectif poursuivi dans cette assemblée plénière de la dite commission, c'est de travailler à renforcer la crédibilité de l'institution. Aujourd'hui, nous sommes en quête d'une accréditation. Et les INDH crédibles, qui fonctionnent bien, doivent avoir le statut A. Donc, ces institutions nationales des droits humains qui recherchent le statut A et se font évaluer. Et à l'issue de notre évaluation, il y a des recommandations qui nous ont été faites, qui nous demandent de revoir notre manière de faire et d'avoir vraiment des grandes orientations pour pouvoir atteindre. Et aussi, on a reversé un mécanisme national de prévention de la torture à la CNDH. L'occasion est saisie par la première responsable pour traduire sa gratitude à l'ensemble du personnel pour les travaux abattus. Débuté ce 18 décembre, cette assemblée plénière de la CNDH prend fin le 20 décembre prochain. Une dizaine de commissaires prennent part à cette rencontre qui se tient à Koudougou. C'est en septembre dernier que le ministère en charge de la justice avait procédé au lancement officiel de la plateforme e-casier judiciaire. La phase pilote de cette plateforme ne prenait en compte que les grandes instances Ouaga 1 et 2. Ce mardi, le ministre Edasso Rodrigue Bayala a annoncé l'extension de la plateforme aux juridictions de la phase 2. La plateforme prend désormais en compte 13 autres provinces. Toutes les précisions avec Sanata Seri. Cette deuxième phase du casier judiciaire dématérialisé est consacrée aux juridictions à haut défi sécuritaire et à la cour d'appel de Ouagadougou. Une extension qui va permettre aux Burkinabés nés dans les provinces concernées de faire leur demande de casier judiciaire sur la plateforme dans des plus brefs délais et à moindre coût. Aussi, elle va permettre aux Burkinabés nés hors du pays de postuler pour les demandes de casier judiciaire sur renseignement de leur acte de naissance. Sur les 45 provinces que compte le Burkina Faso, ce sont au total 16 provinces qui sont désormais prises en compte par cette plateforme. Donc, cette fois-ci, les juridictions qui sont concernées par le président, la deuxième phase, si je peux dire, par la deuxième phase, et comme je l'avais dit, ce sont les juridictions à haut défi sécuritaire, plus la cour d'appel de Ouagadougou, qui nous couvre aujourd'hui les provinces du Sou, du Seno, du Yaga, de l'Oudalam, du Bam, du Oué, de la Kossi, du Nayala, du Sourou, de la Nyanya, de la Tapoa, du Boulgou et du Koulpeogo, ainsi que ceux qui sont nés à l'extérieur du Burkina. Cette plateforme informatique vise entre autres à centraliser et à gérer les décisions de condamnation rendues dans les juridictions concernées et à faire des demandes en ligne du bulletin numéro 3 du casier judiciaire. À en croire le ministre Edasso Rodrigue Bayala, le casier judiciaire dématérialisé est plus fiable que le casier judiciaire physique et offre plusieurs avantages aux usagers. Aujourd'hui, la vérité qu'on peut se dire, c'est que le casier judiciaire physique, en termes de fiabilité, pour ne pas dire que ça n'existe pas. Le casier judiciaire physique est délivré sur la bonne foi du demandeur. Parce que qu'est-ce qui doit se passer? Si vous arrivez au greffe, que vous faites la demande, normalement le greffier doit pouvoir aller sortir tous les dossiers de 10 ans en arrière, vérifier, voir si vous n'avez pas été condamné. Vous voyez que c'est fastidieux. Et personne ne le fait. Donc il n'est pas fiable comme celui qui est délivré en ligne. Parce que celui qui est délivré en ligne est précédé généralement de la saisie de l'ensemble des décisions du tribunal du ressort. Ça nous fait gagner en temps, ça nous fait gagner en argent,
Et ça rapproche la justice du justiciable. Lorsque vous demandez votre casier judiciaire en ligne, vous avez la possibilité de le tirer autant de fois que vous voulez, jusqu'à 1 mois, en payant une seule fois. Pour ce qui est de la phase pilote qui a concerné les TGI de Ouaga 1 et de Ouaga 2, ce sont plus de 12 000 casiers judiciaires qui ont été reçus en moins de 3 mois. Dans les jours à venir, le ministère en charge de la justice entend déployer la plateforme dans les autres juridictions qui sont dans les chefs-lieux de région. La phase 3, quant à elle, est prévue pour le premier trimestre de l'année 2024. Des résidents de Yamtenga, un quartier populaire situé à la périphérie de Ouagadougou, ont donné de la voix ce matin sur un litige foncier qu'ils vivent dans leur zone depuis plus de 20 ans. Malgré plusieurs démarches auprès des autorités compétentes, la situation n'a pas connu de dénouement. Le litige foncier se résume entre autres à des résidents non attributaires qui sont obligés de déguerpir à la fois pour des promoteurs privés et individuels. Il s'agit notamment du mouvement sunnite et le promoteur de l'école Boudiam. Les résidents refusent de libérer les lieux au profit de ces derniers. Ils réclament un plan clair et cohérent pour l'appurement du passif foncier de leur zone. Au gouvernement, le compte-rendu est signé à Saint-Sawadgo. Plusieurs années que ça dure. La situation foncière du quartier Yamtenga est loin de connaître un dénouement. Cette affaire des zones dites litigieuses qui opposent les résidents au mouvement sunnite et un propriétaire d'école depuis plusieurs années dans le dit quartier continue de faire des gorges chaudes. Après de multiples démarches pour l'appurement de ces passifs fonciers et le règlement à l'amiable des litiges auprès des autorités, sont restés sans suite selon les conférenciers. Pire, ils sont sommés de quitter les lieux, chose que les dits résidents disent n'est pas acceptée. Depuis 2021, là, nous avait donné un délai de 2 mois, puisque notre dernière rencontre avec la mairie par rapport à ça, c'était avant le coup d'état du MPCR 1, le 2 février. C'est le 2 février qu'ils ont réuni les maires là, l'ex-maire Ibrahim Maré. Donc notre dernière rencontre, c'était le 2 février et il nous a donné 2 mois pour partir. On a dit sur champ que ce n'est pas possible. Il veut pas. Il nous a dit que si on veut pas, on va partir. Nous, on a dit qu'on ne bouge pas. Tant qu'on n'a pas la situation claire là, on ne bouge pas. Si nous avons payé les non-lotis, c'est parce qu'on pense avoir des parcelles. D'autres ont payé 50 000 et même 100 000. Et on veut les déguerpir sans montrer où ils vont s'installer. Voyez-vous même que ça ne marche pas. Nous demandons aux autorités de vraiment se pencher sur la question. On ne peut pas chasser quelqu'un comme un lièvre. Toutefois, les résidents saluent l'option de relogement dans d'autres sites en exigeant des garanties. La poursuite de l'attribution des parcelles régulières conformes à tous les ménages recensés. Exigeons un délai suffisant pour permettre aux résidents de préparer convenablement leur réinstallation sur le nouveau site. Exigeons du promoteur immobilier du mouvement sunnite et de la mairie la sécurisation du site destiné au recasement à travers une autorisation de lotir de la mairie de Saba et la mise en conformité avec les services compétents du ministère chargé des affaires foncières. Les résidents du quartier Yamtenga interpellent une fois de plus les autorités à la résolution de cette affaire, dénoncent des arrestations et emprisonnements des leurs et appellent la population résidente à s'organiser pour l'appurement du contentieux engendré par les opérations de lotissement. De Yamtenga, direction l'école primaire Sondogo, située dans l'arrondissement 7 de la ville de Ouagadougou, qui a vu ses anciens enseignants honorés par l'amicale des élèves de la promotion 423, 414 et 415 le 16 décembre dernier au sein de la dite école. Des honneurs reçus à l'occasion du jubilé des 30 ans de l'amicale et des 48 heures consacrées à sa célébration. En guise de reconnaissance, les anciens élèves ont offert du matériel scolaire, des vivres aux élèves vulnérables et des bourses d'études aux élèves déplacés internes. Diasibo Oba, Serge Kabori. 30 ans après avoir quitté les salles de classe de l'école primaire Sondgo, où ils ont appris à lire et à écrire, les élèves réunis en amicale y sont de retour.
En effet, pendant 48 heures, l'amicale des anciens élèves de la promotion 1993, 94 et 95 de l'école primaire a organisé diverses activités. Idrissa Ninkiema, président de l'amicale des anciens élèves de l'école primaire Sondgo A, considère toutes ces actions comme une reconnaissance envers les acteurs de leur éducation de base. Aujourd'hui, nous célébrons nos 48 heures de notre jubilé, notre trentenaire à l'école ici. Et notre jubilé, chacun a mis la main dans la poche pour trouver quelque chose à ce qu'on puisse donner à l'école, pour une manière pour nous de reconnaître ce qu'on a fait pour nous à l'école ici. Et aussi, nous avons invité nos enseignantes, les différentes enseignantes qui ont intervenu, qui n'ont pas dormi, qui ont fait leur mieux pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Donc on les a décernés aussi des tableaux. Et sans oublier aussi qu'il y a eu des parents d'élèves qui ont œuvré pour une ouverture de cette école. Et nous avons aussi décerné des prix à ces parents d'élèves. On n'a pas oublié aussi les élèves en situation de vulnérabilité, les enfants des parents déplacés internes et aussi des handicapés, les élèves en situation de handicap. L'école primaire Sondgo A est née sous l'initiative des habitants du dit quartier dont elle tire le nom. Réalisée en 1985, cette école primaire est le fruit d'une doléance soumise par les autorités coutumières. Elle a dès lors accueilli ses premiers élèves sous des paillotes et Boukari Nakoulman, aujourd'hui enseignant-chercheur, se souvient des premiers jours de classe. Saro était un village au vrai sens du mot. Et il a fallu que, en tout cas, le Sanaba en tête, accompagné en tout cas de notabilités, se décide pour qu'il y ait l'avènement d'une école à Sandro. Nous sommes arrivés une trentaine en octobre, pratiquement novembre, pour ne pas dire novembre 85 ici, et dans une paillote à la limite. Et nous avons commencé le cours et sur des briques, et sur un tableau en face de nous un tableau chevalier, et avec notre maître de l'époque, et M. Amadou Segeba, qui est à la retraite depuis 1987. Les enseignants récompensés par l'amicale des anciens élèves se disent touchés par cette marque de reconnaissance. Plus de 3 décennies après, Joséphine Kéré, jadis enseignante dans cet établissement, se remémore son parcours. On ne pensait pas qu'ils pouvaient faire ça pour nous. Vraiment, on les remercie beaucoup et on prie Dieu qu'il aille de l'avant pour qu'il puisse faire mieux que ça. Voilà. C'était on peut dire la brousse. Il n'y avait rien. Quand on vient le matin, sauf le catouel qu'on avait, qu'on pouvait avoir à manger, sinon il n'y avait rien. Les élèves même, c'était, je ne sais pas comment vous dire, on était obligé même de faire venir la nourriture de la maison pour ces enfants-là, pour qu'ils puissent suivre les cours. Mais Dieu merci. Je pense que tout est rentré dans l'ordre. L'école Sondgo A, ouverte en 1985 avec des classes sous paillotes, compte de nos jours plus de 600 élèves. Elle a été un lieu d'apprentissage pour beaucoup d'écoliers qui participent au développement du pays. C'est fort de ce constat que ces anciens élèves des promotions 1993 à 1995 ont créé cette amicale. Par la même occasion, l'amicale a émis des doléances dans l'optique de doter l'établissement en électricité et en clôture pour l'amélioration des conditions de travail des enseignants et des apprenants. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.